Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020 et hier, le premier trimestre 2020 a pris fin. Nous allons donc tout naturellement faire un point sur cette pandémie de coronavirus, un point sur l'impact du coronavirus. Donc aujourd'hui, nous allons dans un premier temps bien entendu nous concentrer comme à notre habitude lors des Good Morning Market traditionnels sur les marchés, sur les indices boursiers plus particulièrement. On va s'intéresser aux avancées dans une seconde partie, très brièvement bien entendu, car c'est bien loin de mon expertise. Nous allons nous intéresser aux avancées médicales actuelles. Et en troisième et dernière partie de ce point coronavirus, nous allons parler du marché pétrolier en ce 1er avril 2020. Hier a pris fin l'entente concernant la réduction de production des pays membres de l'OPEP+, suite à l'échec du Black Meeting des pays membres de l'OPEP qui a entraîné le Black Monday et l'effondrement des cours du pétrole, le pétrole qui a perdu près de 2 tiers de sa valeur. Donc nous allons débuter immédiatement par faire un point tout d'abord sur la situation globale des marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la théorie, il y a plusieurs phases d'un point de vue d'investissement. En début de hausse, hein, donc voici l'entrée des différents opérateurs. Dans un premier temps, vous avez le smart money, ensuite vous avez les investisseurs institutionnels et en troisième partie, vous avez le public. Alors le public n'entre à l'achat sur les marchés, sur les indices, que lorsque la hausse attire l'attention des médias. Lorsque la hausse des indices boursiers fait la une des médias, cela entraîne l'entrée du public. Hein. Juste avant cela, il y a le premier sell-off qui est un bear trap, donc qui est un piège à vendeurs avant de repartir à la hausse et d'attirer l'attention des médias pour une phase d'enthousiasme et ainsi de suite jusqu'au sommet et intervient par la suite, après avoir atteint de nouveaux records, une période de déni suite à un repli. Et nous avons un bull trap, c'est-à-dire un piège aux acheteurs, un rebond. Et c'est à ce moment-là que tout le monde pense que nous sommes revenus, qu'il y a un retour à la normale et que l'on va revenir en bull market définitivement, donc en territoire nettement positif pour se rapprocher à nouveau des récents sommets. Et c'est là qu'intervient la dernière phase de repli avec une phase de peur, de capitulation, ainsi de suite jusqu'au retour à la hausse et l'entrée du smart money, puis des institutionnels et enfin du public. C'est un cycle qui se répète indéfiniment. Donc la question est de savoir où nous en sommes actuellement. Certains pensent que nous sommes arrivés à cela, à cette période-là. Malheureusement, il est plus probable que nous en soyons à ce niveau-là, au moment où tout le monde pense que nous en sommes arrivés au retour à la normale, donc aux prémices, donc juste avant la poursuite du repli. Bien entendu, cela n'est que l'avis d'XTB France. Euh, Seul l'avenir pourra nous le confirmer ou pas. Comme à notre habitude, on va s'intéresser aux indices d'un point de vue général. Il faut savoir déjà que les indices américains ont terminé la session d'hier en baisse, la dernière session du premier trimestre 2020 avec un S&P 500 qui chute de 1,6%, le Dow Jones qui cède 1,84%, le Nasdaq a perdu 0,95%. En revanche, le Russell 2000 a réussi à clôturer en hausse, toute petite hausse, tout de même 0,06%. Et les actions australiennes et chinoises ont progressé, tandis que les bourses en Corée du Sud et au Japon ont enregistré des baisses. Les contrats à terme sur le DAX ont indiqué une ouverture en gap baissier de 2%. Et à noter, pendant la session asiatique, le gouverneur de la BOJ, Kuroda, a déclaré que si l'inflation se rapprochait de l'objectif des 2%, la banque devrait ajuster sa politique afin de stabiliser les prix. Donc visiblement une première séance mitigée, première séance du second trimestre 2020, après que le Dow Jones ait enregistré son
pire premier trimestre depuis 1987, mais on va y revenir. Concernant le coronavirus, le nombre de cas confirmés s'élève à présent à 859 338, tandis que le nombre de décès s'élève à 42 334. Plus de 70 000 nouveaux cas ont été signalés hier et près de 190 000 cas ont déjà été confirmés aux États-Unis. Donc hier a été le jour le plus meurtrier de l'épidémie avec plus de 4 500 décès. Et nous avons pris connaissance de certains PMI dans ce contexte. Donc ça, c'est le PMI de Taïwan. Le PMI de Taïwan également qui revient en territoire d'expansion au-dessus du seuil des 50. Nous sommes à 50,4. Et nous avons pris connaissance également du PMI en Chine pour le mois de mars, le PMI de Markit, cette fois-ci, qui est passé de 40,3 à 50,1. Donc également au-dessus du seuil des 50, donc les 50 qui séparent l'expansion à la contraction. Voilà, je vais y arriver. On a pris connaissance également des ventes au détail en Allemagne, des ventes de détail qui ont bondi de 6,4% en glissement annuel pour le mois de février, ce qui a dépassé les prévisions les plus optimistes. Alors l'augmentation de la demande a été particulièrement forte pour certains produits, notamment les aliments, les boissons, le papier hygiénique, on le savait déjà, avec une croissance de 16,8% en glissement annuel. Alors les ventes, à noter que les ventes de détail représentent 25% de la consommation privée en Allemagne. Et c'est une semaine cruciale pour le chômage, notamment aux États-Unis, avec une explosion. On en a pris connaissance déjà la semaine dernière avec 3,3 millions pour la semaine qui prenait fin au 21 mars. On va prendre connaissance donc des données pour la semaine qui prend fin le 28 mars. Et les prévisions ne sont pas du tout optimistes. Et cette semaine sera également, encore une fois, cruciale concernant l'emploi, les jobs aux États-Unis. On va prendre connaissance du NFP comme chaque vendredi du mois, chaque premier vendredi du mois, pardon, et on va en parler plus dans le détail lorsque nous allons aborder, le calendrier économique. Il est intéressant de noter ici, de comparer par rapport aux historiques, par rapport aux différents pics que nous avons constatés. Nous avons un nouveau pic à hauteur de 3,3 millions. Le précédent pic datait de mars 2009. Donc encore une fois en mars, avec un pic de 665 000 et avant cela nous avions un pic en octobre à 695 000, pic en octobre 1982, important de le noter. Et nous allons faire un point également d'un point de vue médical. Il faut noter que Johnson & Johnson, ça va être très bref, ça dépasse nos compétences. Johnson & Johnson qui a déclaré avoir soumis un vaccin à l'AD26 SARS-CoV-2 à des essais sur l'homme d'ici septembre. Et donc ce vaccin pourrait être prêt pour une utilisation d'urgence au début de l'année prochaine. Et Johnson & Johnson qui a signé un accord avec l'autorité de recherche et de développement biomédical avancé du gouvernement américain pour investir près d'1 milliard de dollars dans ce projet de recherche de vaccins contre le Covid-19. Donc voilà pour les avancées médicales. Une petite parenthèse, nous avions abordé les spreads du gold lors du live trading avec nos clients hier. Il faut noter que cela n'est pas dû à un broker en particulier. On peut constater qu'il y a un spread donc du spot, donc du comptant pour le gold entre le bid et l'ask, donc le prix à la vente et le prix à l'achat, ce qui est le spread traditionnel de 3 $. Donc voilà pourquoi vous pouvez constater des augmentations de spread, notamment sur le gold. C'est quelque chose qui est généralisé, notamment sur le marché spot, avec un spread de 3 $ pour le gold. Donc voilà pour cette petite parenthèse en réponse à cette discussion que nous avions eue lors du live trading hier. Alors il y a donc à noter également qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Donald Trump pourrait retarder le paiement des tarifs douaniers de 90 jours. Cette décision ne s'appliquerait pas aux marchandises en provenance de Chine. Et donc par rapport à cette rumeur, nous allons rebondir sur une déclaration de Donald Trump qui nous offre
une parfaite transition pour aborder le marché pétrolier. Le marché pétrolier qui est l'un des marchés qui souffre le plus de cette crise du coronavirus, car le coronavirus a entraîné une baisse extrêmement importante de la demande mondiale. Et hier, Donald Trump a annoncé que l'Arabie Saoudite et la Russie allaient se réunir et qu'il allait se joindre à eux pour faire le nécessaire concernant les prix du pétrole. Donc selon lui, les deux pays sont actuellement en cours de discussion. Donc Donald Trump a réussi, si je puis dire, à s'immiscer et à s'inviter dans la table des négociations. Donc cette crise sur le marché pétrolier pèse fortement sur les cours et donc impacte fortement le Texas qui produit du pétrole de schiste plus particulièrement et qui a besoin d'un cours du baril du pétrole supérieur à 40 $ pour être rentable. Donc Donald Trump a réussi à s'inviter à la table des négociations. Avant cela, c'était Ryan Seaton qui s'était invité à la table des négociations de l'OPEP au mois de juin. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le marché pétrolier pour plus de détails sur le sujet. Et pourquoi Donald Trump intervient? Il y a plusieurs raisons. Déjà, cela touche fortement le gaz de schiste au Texas. Cela touche également les indices. Il faut savoir que le Dow Jones, on l'a dit donc en introduction, a connu son pire premier trimestre depuis 1987. Un seul des composants du Dow Jones arrive à clôturer ce trimestre en territoire positif et c'est Microsoft. Microsoft qui termine le premier trimestre 2020 en territoire positif à plus 0,01%. Alors il faut aller chercher ce territoire positif. Boeing a chuté de plus de 50% en glissement annuel et Chevron et Exxon ont chuté d'environ 40%. Donc des sociétés clairement liées au secteur pétrolier, donc Exxon et Chevron qui chutent d'environ 14% suite au repli du pétrole. Donc voilà, ici cela permet de constater cette action Microsoft qui tire son épingle du jeu à plus 0,01% et un trimestre pour le Dow Jones à moins 23,2%, Chevron moins 39,87%, ExxonMobil moins 45,59%, Boeing moins 54,22%. Cela, bien entendu, nous procure la plus belle transition possible pour aborder le marché pétrolier en ce premier trimestre 2020, qui a été historique pour le pétrole. À noter que les données de l'API hier ont montré une augmentation des stocks de brut à hauteur de 10,5 millions de barils d'un point de vue hebdomadaire, lorsque les estimations s'attendaient à une hausse à hauteur de 4,3 millions de barils. Et c'est officiel aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite va officiellement inonder le monde, l'Europe, l'Asie, plus précisément, de pétrole saoudien bon marché, du pétrole qui va transiter d'ores et déjà par l'Égypte, entre autres. Plusieurs raffineurs asiatiques ont envoyé depuis 2 semaines déjà des tankers afin d'acheter du pétrole saoudien à bas prix. L'Arabie Saoudite qui essaye d'attirer un maximum de demandes. Dans le même temps, les pipelines aux États-Unis contactent les producteurs américains de pétrole brut pour les exhorter de baisser leur production car il n'y a plus de capacité de stockage. Et donc des pétroliers, des majors, des super majors qui louent des tankers afin de stocker du kérosène en mer. Donc nous sommes dans une situation, et j'ai essayé de résumer un maximum cette situation. Je vous invite à consulter les précédentes vidéos qui étaient axées principalement sur le pétrole. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui au 1er avril 2020, la date officielle, la date à laquelle chacun est libre de produire autant de pétrole qu'il le souhaite. Saudi Aramco a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait ouvrir les robinets du pétrole. Elle a prévenu donc pour augmenter les capacités de stockage. On s'attend de la part de Saudi Aramco 12,3 millions
de barils, soit 300 000 barils au-dessus de la capacité maximale de production de Saudi Aramco. Et dans le même temps, hier, Saudi Aramco a distribué des dividendes à ses actionnaires pour la première fois, pour la période se terminant au 31 décembre 2019. Donc de l'IPO, de l'introduction en bourse au 31 décembre 2019. Donc les nouveaux actionnaires ont bel et bien reçu leurs dividendes comme convenu. Ceci étant dit, nous avons plus ou moins planté le décor très brièvement car nous l'avions fait précédemment sur des vidéos qui étaient axées sur le marché pétrolier. Nous allons pouvoir aller un peu plus loin. Ça, on en avait parlé et donc visiblement, cette baisse des cours du pétrole entraîne une baisse de l'exploration pétrolière. Donc ici, ce sont les explorations, les puits pétroliers aux États-Unis. Nous avions une résistance aux alentours des 680 environ, une résistance que l'on n'arrivait pas à franchir pour repartir en territoire positif, une résistance qui datait de fin octobre. Décidément, finalement, on se replie considérablement pour aller chercher les 624 vendredi dernier. On attend les chiffres de ce vendredi pour constater très certainement une poursuite de ce repli. Donc une exploration pétrolière aux États-Unis en net repli après avoir échoué dans le franchissement de la résistance à 675 pour aller rallier le seuil psychologique des 700. Et le brut canadien, le Western Canadian Select, qui était à quelques 53 $ il y a un an, est à 4 $ aujourd'hui. Nous avons parlé de la situation du brut canadien. Il est devenu moins cher d'acheter du brut canadien que de le transporter. Donc concrètement, c'est plus cher de transporter ce pétrole-là, le pétrole canadien. Donc un impact qui frappe plusieurs pays, pas seulement les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite. Le Canada est également frappé de plein fouet et nous avions parlé de ce contango. Nous avons parlé de la courbe forward et de la situation de contango de backwardation, en français déport-report. Je vous renvoie encore une fois aux précédentes vidéos. Un contango record qui continue de se creuser sur le Brent avec un record de premium depuis 2008 concernant le contango sur le Brent. Important de noter également donc l'impact sur la demande d'essence aux États-Unis. Ensuite, on va parler de la baisse à la pompe aux États-Unis. Malheureusement, on ne constatera pas de telle baisse chez nous en Europe et plus précisément en France, mais on le constate déjà aux États-Unis fortement avec de l'essence à moins de 2 $ le gallon dans plusieurs États. Déjà, on va s'intéresser à cette slide et donc à droite, on peut constater la demande d'essence qui baisse suite à cette mise en quarantaine aux États-Unis. Donc voici la demande avant le coronavirus, un bleu plus clair ici, et voici la baisse de la demande à hauteur de 50%, donc de trafic, baisse de 50% du trafic aux États-Unis entraînerait une baisse de demande à cette hauteur-là, demande d'essence. Et voici donc selon les différentes régions aux États-Unis, selon les différents États. On avait une forte demande en Californie et on peut voir cette forte baisse ici californienne. La Californie est un très bon exemple de cette baisse de la demande, baisse de la demande d'essence aux États-Unis à hauteur en moyenne de 56%. Et donc, nous l'avions déjà annoncé, plusieurs États ont déjà pu constater, ont déjà pu profiter de cette baisse du cours du pétrole brut. Plus de 50% des États américains sont à moins de 2 $ le gallon. Et donc, ça, c'est assez exceptionnel. Et à noter que d'ailleurs, selon GasBuddy, la moyenne nationale vient de tomber à 1,999 $ le gallon pour la première fois depuis 2016 et très exactement, on va être précis, 29 États en moyenne sont à 1,99 $ le gallon.
À présent, donc, on s'est intéressé au Canada, aux États-Unis. On va s'intéresser au Mexique. C'est très parlant hein, ici, ce tableau. Donc, ce que l'on peut constater, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mexican Crude Oil, donc le pétrole brut mexicain, est à 10,37 $ le baril. Et donc, c'est moins d'un quart. C'est moins d'un quart le prix de l'eau, tout simplement, le prix de l'eau mise en bouteille, de l'eau minérale au Mexique. Donc là, je pense que ça parle à tout le monde, hein. On a la comparaison avec du jus d'orange, avec du Coca-Cola, et ainsi de suite, avec de la bière Corona, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais voilà où nous en sommes. Voilà les prix au Mexique, et donc le pétrole qui est devenu beaucoup moins cher que l'eau minérale en bouteille, le pétrole qui coûte un quart du prix de l'eau minérale, c'est-à-dire qu'avec un litre de pétrole, pour le même prix, vous avez un quart d'une bouteille d'un litre d'eau. Donc une situation assez exceptionnelle. Ceci étant dit, donc avant de passer à la station X station 5, donc nous avons fait le point après ce premier trimestre 2020, pire premier trimestre boursier pour Wall Street depuis 1987. Il est temps à présent de revenir sur un good morning market classique. On va s'intéresser au calendrier économique, déjà des données dont nous avons pris connaissance, notamment les autorisations de construire en Australie pour février qui ont augmenté de 19,9%, on s'attendait à plus 3%. L'indice PMI manufacturier de la Corée du Sud qui a chuté à 48,7, de 48,7 à 44,2 en mars, pardon. Et donc voilà ce dont nous avons pris connaissance. On attend les chiffres aujourd'hui de l'ADP qui devrait montrer une baisse à hauteur de 150 000 emplois aux États-Unis, les SM manufacturés qui devraient tomber à 45 points et les données PMI européennes, ce seront des données révisées, donc de nombreux PMI qui seront publiés aujourd'hui, mais pour la plupart ce seront des révisions. Donc focus sur le rapport ADP et l'ISM manufacturier qui seront donc au centre de l'attention aujourd'hui. Le rapport du DOLU concernant le pétrole sera très certainement négligé. On sait tous pourquoi, hein. Ce qui compte, c'est la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie et Donald Trump qui s'invite dans les festivités. On a pris connaissance ce matin, 9h55. On prendra connaissance l'indice PMI de la zone euro, donc révision, 10h30 Royaume-Uni PMI manufacturé pour le mois de mars, 14h15 aux États-Unis changement d'emploi ADP pour le mois de mars, les estimations qui serviront donc de vérification avant le rapport NFP, donc ce sera un premier indice avant le NFP ce vendredi à 14h30. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'ADP et le NFP sont basés principalement sur des données qui ne prennent en considération que la première moitié du mois. Donc ça ne devrait pas rendre compte complètement de l'impact du coronavirus. On aura un aperçu de cet impact, mais pas complètement, car ça prendra en considération que la première moitié du mois de mars. Le consensus s'attend à une lecture de 150 000, très exactement, et à 15h45, on prendra connaissance du PMI manufacturé aux États-Unis pour le mois de mars à 16h. L'ISM manufacturier pour le mois de mars. Bon, il faut noter que les données américaines ont résisté et les données ISM servent de jauge hein, pour le sentiment sur l'économie américaine. Et bon, un mauvais chiffre pourrait accentuer l'aversion au risque, hein, tout simplement. Et donc, concernant le rapport du DOE sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis, on en prendra connaissance à 16h30. On s'attend pour le pétrole brut à une hausse à hauteur de 4,3 millions de barils. Pour les distillats, une hausse à hauteur de 0,8 millions de barils. Pour l'essence, une hausse à hauteur de 2 millions de barils. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous pouvons enfin, après ce point, suite à la fin de ce premier trimestre 2020, nous pouvons passer à la plateforme X Station 5. Nous allons débuter par les indices boursiers. Tout d'abord en hebdomadaire, donc avec ce DAX en journalier, ce qui nous
permet de déterminer le range journalier, un range qui est d'actualité depuis le 24 mars. On est en train de se replier en direction de la borne inférieure, les 9400 points en journalier sur le DAX. En données H4, finalement, cette ETE, nous avions émis l'hypothèse, la tête est bien le sommet le plus haut. Ici, ce n'est qu'une mèche, on a bien une ETE, on est en train de s'attaquer à la ligne de coup et donc une bonne anticipation de notre part, ce qui présage donc un repli. Je vous rappelle que ici on avait une période 65, donc ce n'était pas pour une traversée du twist, mais c'était bien pour un sommet, pour former la dernière épaule ici et finaliser le TE avec une ligne de coup qui correspond aux 9500 points pour la ligne de coup. Donc je remets Ishimoku. Cette ligne de coup correspond dans un premier temps à un palier de SSB, mais également un petit palier de Kijun. Donc c'est notre ligne de coup et au franchissement de cette ligne de coup, l'objectif théorique serait à 500, environ 550 points du point de breakout de la ligne de coup, ce qui nous placerait grosso modo à 8970 points. Donc voilà pour l'objectif théorique, 8970 points pour le DAX, ce qui nous permettrait de nous affranchir par le bas du nuage, ce qui serait un signal de vente supplémentaire et donc par la suite très certainement une poursuite du repli. Pour le moment, à noter comment F3, donc la troisième ligne de ces speedlines, a été effectivement un signal de vente et comment on a eu un pullback qui a été freiné par F3 et par le seuil psychologique des 10 000 points pour nous renvoyer sur la Kijun et pour poursuivre par la suite à la baisse. Alors en données H1, cela nous donne également une toute petite ETE ici qui nous permet de retracer tout le mouvement précédent, mais plus particulièrement nous avons échoué à la ligne de force V, ce qui invalidait la hausse, la poursuite de la hausse des indices. Je vous rappelle que le signal lorsqu'on a un N haussier, c'est le franchissement de la première ligne de force, donc la V, donc ici les 10 034. On est reparti à la baisse pour aller chercher un N baissier, c'est celui que nous venons de finaliser ce matin avec l'objectif E, très exactement. Donc voilà ici le N baissier que nous avons finalisé ce matin. Tous les objectifs ont bel et bien été réalisés, même l'objectif de cette épaule, tête-épaule, l'objectif théorique il me semble a été réalisé avec une hauteur de tête de 267 points au franchissement du breakout. Voilà très précisément 267 points, c'était les 9512 points. Donc l'épaule tête-épaule, l'objectif théorique a été réalisé. Nous avons retracé le mouvement précédent. Il nous reste à présent à valider l'épaule tête-épaule globale en H4. Voilà pour le DAX. Le CAC 40 également est allé nous chercher tous les objectifs. Très rapidement d'ailleurs, le gap baissier a permis de les réaliser rapidement, de ce N baissier, un N mineur, je vous le rappelle, que l'on peut voir à ce niveau-là. Donc gap baissier. À l'ouverture, nous sommes allés chercher la ligne de force E et nous sommes actuellement en train de tester ce support, un support qui est issu de ce palier de SSB, donc un repli qui se poursuit et peut-être la fin du rebond, en tout cas pour le moment, comme nous l'avions présagé, je le répète, épaule tête épaule ici sur le DAX pour repartir en territoire négatif. Alors cela se traduit par également une épaule, tête-épaule sur le Dow Jones. On en avait parlé lors du live trading hier à 15h15. On avait émis l'hypothèse peut-être d'une neckline, d'une ligne de coup plus pentue. Donc finalement non. Finalement la ligne de coup qui a été retenue, c'est bien la ligne de coup initiale. Et nous avons bel et bien eu un franchissement de la ligne de coup en franchissant le nuage d'ailleurs par un twist qui représente une faiblesse de nuage, donc un croisement de SSA et de SSB, comme ici, nous avons un autre twist, un twist et un autre twist. Et donc on est allé franchir la ligne de coup de cette ETE en passant par le twist, ce qui nous place l'objectif théorique. Ici, nous avons une hauteur de la tête à 1528 points. Donc au niveau du breakout, on va chercher 1528 points. Ce qui nous place
à 20 074, donc aux portes des 20 000 points. Voilà l'objectif théorique de cette épaule tête épaule. Comme on le disait, hein, bien entendu, une ligne de coup avec une forte pente, on le disait en live trading hier, une ligne de coup avec une forte pente ne nous arrange pas car cela nous éloigne, nous rapproche l'objectif théorique. Plus la ligne de coup est plate, plus la figure chartiste est forte. Par exemple, ici avec une ligne de coup avec une forte pente, il faut reporter l'objectif théorique à partir de là. Donc on perd déjà pas mal de points hein, pour les 1500 par exemple. Cela nous aurait placé à ici. La ligne de coup est là, donc on a un objectif théorique beaucoup plus bas. Et donc plus la ligne de coup est plate, plus la figure chartiste est forte. Là, le Dow Jones nous a fait une épaule tête-épaule avec une ligne de coup, avec une pente qui reste tout de même inférieur à 45 degrés. Hein. Je vous rappelle que 90 degrés, c'est un angle droit, donc 45 degrés, c'est la moitié d'un angle droit. Cette ligne de coup était une ligne de coup à peu près 45 degrés, mais celle-là s'aplatit considérablement et on va plus vers les 30 degrés, donc c'est beaucoup plus intéressant. On pourrait aller se rapprocher des 20 000 points sur le Dow Jones. Donc voilà pour les indices boursiers, on passe sans plus tarder sur le marché des changes. On commence comme à notre habitude par le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures, le billet vert qui repart en territoire positif après avoir testé son nuage journalier et s'affranchit de sa Kijun, hein, la réserve fédérale américaine ne cesse d'intervenir pour assurer la liquidité du billet vert, notamment pour les autres banques centrales, et rebond du billet vert, repli de l'euro-dollar qui permet enfin qui parvient enfin à s'affranchir des indices. Peut-être que ce sera la bonne aujourd'hui. Hier, il n'est pas parvenu à le faire et à clôturer très exactement sur ce niveau de support, un niveau de support qui correspond à ce palier de SSB. On peut voir la clôture a été très précise pour l'euro-dollar qui est venu clôturer sur ce niveau de palier de SSB. Alors excusez-moi si ce n'est pas suffisamment clair sur l'euro-dollar, il y a beaucoup d'éléments éléments graphiques. Malheureusement, il y a beaucoup de volatilité. C'est ce qui nous permet d'y voir le plus clair possible. Donc pour le moment, on est en train d'enfoncer les indices et la cible, ce sera les 1,0915 pour l'euro-dollar. C'était la cible de la veille, mais hier, retracement pour revenir se placer sur ce niveau de support. L'USD4 qui poursuit en territoire positif, hein, c'est toujours extrêmement haussier pour l'USD4. Voici tous les objectifs à la hausse. C'est haussier tant que nous sommes au-dessus des 1,41. Donc la première ligne de force V de ce N haussier. Je vous rappelle la corrélation négative entre l'USD CAD et les pétroles. Lorsque le pétrole va à la baisse, l'USD CAD va à la hausse. Ici, j'ai superposé les prix de l'USD CAD et des pétroles, ce qui vous permet d'apprécier graphiquement cette corrélation négative quasiment parfaite entre l'USD CAD et les pétroles. Très rapidement, l'USD-Yen en quasi-stabilité hein, qui se maintient dans cette zone et le GBP-USD également dans une zone de consolidation sous les 1,2485. On va passer à présent sur le compartiment des matières premières hein, et l'or qui m'a étonné hier. Hein, je m'attendais à un gold en territoire positif. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il le fait. Hein, donc je m'excuse pour vous avoir transféré mon biais haussier. C'était un rééquilibrage de portefeuille, rééquilibrage de fin de trimestre. Hein. Très certainement, c'est la seule hypothèse qui en ressort et c'est ce qui explique ce mouvement baissier extrêmement brusque sur l'or pour aller chercher la Kijun, pour aller surpasser la Kijun. On est allé chercher ce point d'équilibre que l'on avait déterminé sur l'or, hein, je vous le rappelle. Ceux qui suivent le Good Morning Market depuis longtemps m'ont compris. Hein. On avait parlé de cette apex des triangles symétriques et de la force de cet apex. Et lors de rééquilibrage de portefeuille, on avait dit que cette force-là nous permettait d'estimer que ça représentait l'équilibre du marché technique. Donc l'apex du triangle symétrique, c'est simplement l'endroit auquel se rejoignent les deux bornes du triangle symétrique. Ça nous donne un niveau de support et résistance extrêmement fort, même l'équilibre technique du marché et le rééquilibrage de portefeuille hier en fin de trimestre nous a renvoyé aux portes de ce niveau de cet apex et donc de cet équilibre technique du marché. On rebondit dessus aujourd'hui en direction des 1605 $ l'once.
on ajoute, on remet Ishimoku, nous sommes à l'intérieur du nuage et donc des perspectives qui restent toujours clairement haussières avec des objectifs très optimistes, très haussiers sur de l'hebdomadaire, notamment en vue de la continuité de ce N haussier qui est un N majeur et qui pourrait nous permettre d'aller rallier certaines de ces lignes de force. Alors excusez-moi, je vais rafficher le rayon afin que vous ayez les différents niveaux. Alors bien entendu, hein, cela ne veut pas dire que l'or va aller obligatoirement chercher les 2133, mais en tout cas c'est que cela veut dire qu'on pourra aller chercher les 1886, voire même les 1945 points. Et l'or en données H4, hein. Donc face à la situation de la veille, bien entendu, à partir d'aujourd'hui, afin d'être plus précis sur le gold, je vais m'intéresser également à l'intraday. L'intraday sur le gold, donc on commence dès aujourd'hui. Voici le journalier. Et voici l'intraday qui nous propose un N haussier. Un N haussier d'ailleurs qui est allé marquer un point C en prenant appui sur son nuage H4. Donc le nuage H4 qui fait office de support. Et voici les objectifs intraday en vue de la poursuite de ce N haussier. Vous avez tout d'abord un N mineur et un N majeur. Les premiers objectifs nous sont donnés ici par NT, N et E, donc 1642, 1653, 1664. Vous pouvez remarquer que la ligne de force NT et la résistance a été la résistance depuis hier. Vous pouvez remarquer que le support, c'est notre nuage, on le voit ici. Et donc ici, visiblement, seul le franchissement de NT nous donnerait un signal d'achat en vue de poursuivre la formation de ces N haussiers. Le premier étant un N mineur que voici en orange, le second étant un N majeur que vous pouvez constater graphiquement en bleu. Donc signal donné au franchissement de NT avec les prochaines lignes de force en vue. Et si on venait à s'affranchir des 1675, voici les prochaines lignes de force que pourra aller chercher le gold jusqu'à la ligne de force E aux alentours des 1800 $. Donc prudence sur le gold. Voici à quoi ressemble le gold en données intraday avec un N mineur en formation à l'intérieur d'un N majeur. On va passer sans plus tarder sur le pétrole WTI en ce 1er avril 2020 et Saudi Aramco qui ouvre le robinet pétrolier avec un support à 19 $, avec une ligne de force V à 18 $ en vue de finaliser ce N baissier, le pétrole qui semble mûr pour aller chercher ses prochaines lignes de force. Voilà à quoi ressemble le journalier. On passe immédiatement sur de l'intraday. Je suis en train de découvrir cette mèche, ce test du nuage. Donc voilà le N baissier pour le pétrole, un WTI qui est sorti de son nuage par le bas et voici donc les différents objectifs à aller chercher pour le WTI. À noter une forte résistance aux portes des 21 $, à 20,90 $, 20,93 très exactement. Donc grosse résistance ici, c'était un support avant. On va essayer de le voir, donc je vais carrément mettre une ligne horizontale que je vais supprimer après. Donc c'est la résistance, c'était le support précédemment, c'était un point bas avant, c'était donc le point bas du 27 mars. Donc le support et c'est actuellement la résistance. Donc voilà un gros niveau, les 20,92 pour le WTI et pour le Brent également, le Brent qui a évité son nuage, l'a longé et qui est à 25,24 $ sur le point de marquer un point bas aux portes des 25,10 et pour aller chercher les 24,48. Alors je n'ai pas fait, je n'ai pas tracé mon N pour le Brent, hein, je vous laisse le soin de le faire. Je me suis principalement focalisé sur le WTI. Vous avez tous les niveaux, vous avez la résistance et tous les objectifs. Et donc sur ce,
nous allons mettre un terme à ce point, car c'est plus qu'un good morning, ça a été plus qu'un good morning market, ça a été un point sur le premier trimestre 2020, premier trimestre 2020 capital pour les indices boursiers, historique pour Wall Street, historique pour le marché pétrolier, historique aussi, je n'ai pas assez mis l'accent dessus sur le gold, hein, on en a parlé brièvement, mais en tout cas c'est un trimestre, un premier trimestre 2020 qui entre dans l'histoire et aujourd'hui c'est la première séance du second trimestre 2020 et c'est aujourd'hui que prend fin l'entente des pays membres de l'OPEP+. Chaque pays membre, chaque pays producteur de pétrole et membre de l'OPEP est libre de produire autant de pétrole qu'il le souhaite et est libre d'extraire autant de pétrole qu'il le peut et c'est sur cela que je vais mettre un terme à cette vidéo en vous souhaitant une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un Good Morning Market plus classique cette fois-ci. Et donc une très bonne journée à vous et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.